Well, good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is with you, Gilembert Bissaye. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. À quelques jours du lancement de la campagne électorale des législatives et municipales du 9 février, la bataille s'annonce très rude dans le département du Nion-Ekele. Les différents partis politiques en lice affûtent leur stratégie pour obtenir un bon nombre d'électeurs. Plus de précisions avec Joël Essenger et Guizoro. La bataille du Nion-Ekele aura bien lieu pour les municipales et législatives du 9 février prochain. Signe que l'on affûte déjà les armes au RDPC, les stratégies sont affinées à l'image de cette réunion que des élites de ce département viennent de tenir à Yaoundé. Nous pensons que tout le Nion-Ekele, nous avons le devoir de nous mobiliser tous pour la victoire au soir du 9 février. Nous sommes prêts à compétir le 9 février. La grande élite du Nion-Ekele se devrait donc de se mettre ensemble pour affiner un certain nombre de stratégies en vue du plébiscite des listes du RDPC le 9 février prochain. Sans aucun doute, l'équation Cabral-Libi et son parti camerounais pour la réconciliation nationale introduit une nouvelle donne dont il est tenu compte au RDPC. Nous avons les partis réveillés aujourd'hui qui font des efforts à s'installer dans le Nion-Ekele. Mais nous pensons que le Nion-Ekele n'est pas un stade de football ou bien un stade d'apprentissage politique dans ce département. Donc nous avons la ferme conviction de rapporter ces échéances au soir du 9. À ce titre, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale souligne que les démarches doivent rester démocratiques tout en dénonçant déjà un certain nombre d'entraves dont il fait l'objet. Ceux qui organisent et planifient cette violence, cette révolution violente, seront battus à plate couture dans leur propre jeu. Pour sa part, exclu du scrutin municipal et législatif dans le Nion-Ekele, l'UPC reste néanmoins très sollicité. Du côté du RDPC, on y parle d'une alliance. Nous avons une alliance forte avec l'UPC. Lors des dernières élections présidentielles, nous avons fait des efforts à nous mettre ensemble avec l'UPC pour aller conquérir la victoire. Mais jusqu'ici, la direction de ce parti estime être victime d'une véritable cabale et n'a donné aucune consigne de vote pour les législatives et municipales du 9 février prochain. D'ici la tenue du scrutin du 9 février prochain, les différents camps annoncent qu'ils vont continuer à peaufiner leur stratégie à travers une kyrielle de rencontres. Il s'agit notamment de celle du RDPC le 22 janvier à Ezeka, consacrée à la collecte des fonds, avant l'ouverture de la campagne le 25 janvier. Quant au Parti camerounais pour la réconciliation nationale et l'UPC, eux aussi écument le terrain du Nion-Ekele. Double scrutin du 9 février prochain, l'Union démocratique du Cameroun doute des assurances données par le gouvernement quant à la sécurisation des régions en crise. L'UDC estime que les pouvoirs publics évitent de prendre leurs responsabilités face à la dégradation du climat sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus de précisions dans ce reportage de Dalastiana et Donald Priskamgan. En prélude au double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, le gouvernement assure que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un déploiement des forces de sécurité a été initié pour la cause, question de rassurer les électeurs. Mais cette option est inopérante, estime l'Union démocratique du Cameroun. Quand le ministre nous fait savoir que les éléments de force de l'ordre vont assurer la sécurité pendant les élections, nous ne pensons pas que ce soit correct, que ce soit sérieux, parce que nulle part au monde on ne peut aller aux élections avec des militaires qui sont tranchés sur le chemin. Le parti appelle le gouvernement à mettre en place les mesures de détente dans l'esprit du récent dialogue national. La formation politique dénonce également le retour de certains bureaux de vote retirés des casernes lors de la récente élection présidentielle. Nous avons constaté dans certaines circonscriptions que les chefferies traditionnelles continuaient à abriter les bureaux de vote et certaines casernes. Et quand on a demandé de respecter la loi, ils ont juste déplacé de quelques mètres
ces bureaux de vote, ce qui n'est pas rassurant du tout. L'UDC a fait le choix d'aller à la double échéance du 9 février prochain en début de ces récriminations. À Douala, la formation politique est en coalition avec d'autres forces, dans le Vori notamment pour les législatives, et aux côtés de 4 autres partis politiques au municipal dans l'arrondissement de Douala 2e. Et je dois dire que si nous voulons des élections apaisées, il faut que ceux qui ont l'habitude de tricher lèvent le pied. Parce que nous sommes en train aussi de nous préparer pour qu'il n'y ait pas de tricherie. En prenant part aux prochaines élections municipales et législatives, l'UDC estime rester cohérente dans le combat pour la réforme des institutions et du code électoral. Et même si l'UDC doute des assurances données par le gouvernement quant à la sécurisation de ces régions en crise, le préfet du Coupé Manengouba dans le sud-ouest rassure les populations de la tenue des élections dans sa circonscription administrative. Jean-Marie Tchakui, préfet de ce département, vient de tenir une réunion de sécurité dans la ville de Bangem où l'on observe une impressionnante présence des forces de défense et de sécurité. C'est un reportage de Jacques Moulon et Julien Gagnondé. Présence remarquable des forces de défense à Bangem dans le département du Coupé Manengouba, région du sud-ouest. À moins de 2 semaines de la tenue du double scrutin législatif municipal du 9 février prochain, le préfet de ce département, Jean-Marie Tchakui Noudier, effectue une descente sur le terrain afin d'évaluer la situation sécuritaire et rassurer les habitants que les mesures ont été prises pour qu'aucun incident majeur ne puisse perturber les élections. Les élections se tiendront. Nous avons Elecam de son côté a distribué pratiquement toutes les cartes électorales. Le matériel électoral est déjà disponible à l'agence départementale Elecam du Coupé Manengouba. Donc, de notre point de vue, toutes les conditions sont réunies pour que les élections couplées du 9 février prochain aient lieu dans notre département. En proie aux tensions depuis le déclenchement de la crise anglophone, la ville de Bangem connaît une certaine accalmie. Le rendez-vous du 9 février 2020 devrait se passer sans heurts et chaque citoyen est invité à exercer son devoir civique, martèle l'autorité préfectorale. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander à nos populations de ne pas prêter attention aux sirènes de la démobilisation. Ils doivent sortir massivement pour prendre part à ces élections. En tout état de cause, comme je l'indiquais tantôt, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter quant à ce volet-là. Pour l'heure, c'est un calme relatif qui règne dans l'unité administrative où les autorités multiplient les fouilles et filtrent les entrées et sorties au sein du département. Vigilance accrue et sécurisation des personnes et des biens avant, pendant et après les élections législatives et municipales du 9 février. Telle est la recommandation du ministre de la Défense à ses collaborateurs au moment où les menaces des groupes armés se font de plus en plus ressentir sur le terrain. Plus de détails avec Joël Essengue et Guizogo. 2020. On a commencé par lui. L'année 2020 au ministère de la Défense s'ouvre sur des résultats de bonne qualité dans la lutte contre Boko Haram, dont la dangerosité a été réduite, et la maîtrise de la situation aux frontières, notamment avec la République centrafricaine. En s'adressant ainsi à ses collaborateurs en ce début d'année, Joseph Betty Assomon situe donc les enjeux autour du double scrutin de février prochain. Le défi particulier que nous devons relever dans les tout prochains jours et pour lequel je demande l'engagement total de tous les personnels concernés est, vous le savez, la sécurisation du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. Cependant, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest reste une préoccupation à propos de laquelle le chef d'état-major des armées justifie la raison pourquoi il faut y maintenir la sécurité. Certains trouvent qu'on en fait trop pour la sécurité et que la crise du nord-ouest et du sud-ouest
ne peut pas être réglé par l'outil sécuritaire. Mais il est vrai aussi que toute absence de sécurité a tendance à tourner en désordre. À ce sujet, il indique que des mesures supplémentaires sont en train d'y être prises. Le chef de l'État a demandé expressément aux forces de défense et de sécurité d'encadrer le processus électoral en prenant des mesures de sécurité et de les renforcer même au besoin. La sécurité n'est fait que ceux qui sont adeptes du désordre. Parlant de l'avenir de la Grande Muette, le ministre de la Défense appelle d'autres jeunes à imiter ceux qui ont déjà rejoint les rangs de l'armée. J'exhorte notre jeunesse à s'engager dans les métiers des armes, à l'exemple des plus de 10 000 recrues qu'ils ont fait en 2019 pour la gendarmerie et les armées, et dont la formation arrive à terme. Un appel inhabituel qui pourrait susciter bien des vocations. Et la société civile dénonce la marginalisation des femmes dans les formations politiques. La coalition qui fait le constat se dit préoccupée par la discrimination dont sont victimes des personnes vulnérables dans les cercles de décision des formations politiques. Plus de précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba et de Marcelin Ganson. Dans le vaste champ politique et singulièrement sur le chemin des élections, les femmes sont moins armées que les hommes et pourtant elles représentent une frange importante de la population. Nos femmes ne sont pas économiquement renforcées. C'est pourquoi le combat pour leur autonomisation est de guerre. Nous avons d'autres facteurs, les préjugés sociaux, les pratiques sadomasochistes dans les partis politiques. Les hommes, vous ne laissez pas l'espace aux femmes. Les hommes occupent des postes et même sur des listes électorales, on voit la femme est reléguée à la dernière place. Dans un scrutin de liste, vous savez ce que ça vaut. À cela s'ajoutent d'autres pesanteurs qui éloignent les femmes du champ politique, réduisant de fait leur participation à la prise de décision. Les facteurs socio-culturels, nous avons vu sur le terrain au nord, une femme même pour s'inscrire sur une liste électorale, le mari refuse, et quand bien même elle est inscrite le jour des élections, le mari va voter, il refuse de rentrer à la maison pour prendre charge de la famille pour qu'elle aussi, elle aille exprimer son droit. Beaucoup de femmes ont dit, le mari a refusé que je vote. Mais loin de se décourager, les femmes affichent leurs ambitions à la veille du double scrutin du 9 février. Ainsi, une cellule de veille électorale sera mise sur pied à l'initiative des organisations de la société civile. C'est une case qui a 3 chambres. La chambre technique qui s'occupe donc de constater et de relever des insuffisances, les perturbations, des irrégularités sur le terrain lors du scrutin et qui les répercute donc par voie électronique ou par tout autre moyen, n'est-ce pas, au niveau de la deuxième chambre qui se trouve être la chambre d'analyse qui donc va analyser comme son nom l'indique et qui va à son tour les mettre à la disposition de la chambre de décision. Réunies à Yaoundé, les organisations de la société civile se disent préoccupées par les crises sécuritaires qui secouent les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. La faible participation des personnes vulnérables aux débats médiatiques relatifs aux élections, et notamment les femmes, les personnes handicapées et les peuples autochtones, cristallisent également les attentions. Dans leur déclaration rendue publique à Yaoundé, ces organisations de la société civile invitent l'ensemble des acteurs du processus électoral à garantir et à promouvoir le respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques avant, pendant et après les élections couplées du 9 février prochain. Suite au décès de Maître Sylvain Swop, survenu le 16 janvier dernier au centre des urgences de Yaoundé, le ministre de la Santé publique vient d'instruire une enquête administrative en même temps qu'il saisit l'Ordre national des médecins pour connaître les circonstances exactes de cette perte. Par la même occasion, le patron de la santé présente ses sincères condoléances à la famille du défunt.
L'insalubrité gagne du terrain dans les marchés au Cameroun. Ces espaces sont de plus en plus envahis par des ordures ménagères issues des activités commerciales. La bonne gestion de ces déchets perçus comme encombrants est pourtant une aubaine sous d'autres cieux. Les jeunes du quartier Dakar, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, viennent d'organiser le nettoyage d'un espace marchand interpellant les pouvoirs publics. Dans l'Astiana, Donald Priskamgan. Cette allée boueuse aux allures de marécage est en principe une route. Nous sommes ici au marché Dakar dans le 3e arrondissement de Douala. À force d'accumulation des ordures issues des activités commerciales, l'espace est devenu méconnaissable. Les jeunes du marché et autres riverains ont décidé de donner un nouveau visage à la zone. Nous on souhaite que vraiment qu'on puisse remblayer la place ici pour que ça devienne comme c'était avant. Parce que nous-mêmes là, nous souffrons beaucoup. Nous sommes des Bamsalam. Nous on sortait avec nos marchandises, on s'installait là. On n'avait pas de problème. Je ne sais pas pourquoi avant on a négligé ça plus de 2 ans. Ça nous a diminué la route, même l'emplacement pour vendre, il n'y a plus. L'action de nettoyage est un signal de nos riverains, eux qui sont les premiers à subir les odeurs et autres dégâts de l'amoncellement de ces détritus. Pour ceux qui sont passés ici quelques moments, cette route est presque inopérante. Ça c'est une route, mais qui a été transformée en décharge d'ordures. Donc nous avons essayé on est en train de faire du nettoyage, de la salubrité. Bref, c'est une communication, une forme de communication, c'est un signal, parce que ce n'est pas la solution durable. Vous comprenez? On va les enlever, mais une semaine après, si vous revenez ici, ce sera encore plein. La solution de fond serait de confier la pré-collecte aux collectivités territoriales décentralisées. Le nouveau code général prévoit de faire des communes les gestionnaires de ces ordures. Restera l'équation des moyens logistiques et financiers nécessaires pour tirer profit de ces déchets, véritables opportunités sous d'autres cieux. Vous savez très bien qu'à partir des quantités putrescibles, on peut fabriquer de l'engrais vert, du compost, on peut produire du gaz, du biogaz, on peut fabriquer du charbon écologique. Bref, c'est les nouvelles ressources. Mais avant, la gestion implique la pré-collecte, la collecte, le tri jusqu'au recyclage, toute une chaîne. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more as well to our viewers. Good day. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. We begin right away in the Recife Northwest region of Cameroon to talk about some papers that have been found in streets in Bamenda, the chief town of the Northwest region. And on the papers are information warning promoters of lockdowns, and information on the papers say those spearheading the lockdown will be arrested and burnt alive by local vigilante boys. Unknown authors of this note write that enough is enough regarding no operation of schools for children, killing of teachers and school children, burning of schools, markets and hospitals, beheading of beloved ones and kidnappings for ransom demanding, knowing fully well the difficult economic situation as a result of the 4 years crisis. According to unknown authors of this note, every quarter in Bamenda will have vigilante groups to deal with those advocating for lockdowns. It should be noted that separatists had instituted a 7-day lockdown to frustrate the February 9th legislative and municipal elections and the celebration of the National Youth Day in Anglophone Cameroon. Meantime, commentators have called the warning notes as government's propaganda. No one has signed the flyer or claimed authorship of it, rubbishing the announced 7 days lockdown in Anglophone Cameroon. And in relation to the February 9th legislative and municipal elections, the call has been made by the Senior Divisional Officer for Kupe Manenguba Division of the Southwest Region, Jean-Marie Chakwi, for the population to snub the announced lockdown and go exercise their voting rights come February the 9th. He also noted that the LECAM is set and his entire area of command ready for the sure, heat-free municipal and legislative elections in his area of command amid heightened security. Details in this report.
les élections se tiendront. Nous avons... Nothing will stop holding of the legislative and municipal elections come February 9th, 2020 in Kupe Maninguba division of the Southwest region. It is an assurance made by the senior divisional officer, Jean-Marie Chakwi, during a security evaluation meeting. I'm calling on my population not to pay attention on all those blackmail of boycott I've been hearing. According to him still, everything is set for the twin elections in his area of command. We are happy to say that everything is set in Kupe Maninguba division. Electoral cards have been distributed. Those who are still to be distributed, I'm inviting population to go to the Elekam branch of the council to have the voting cards, or according to the law, they have them in police station on the D-Day. These administrative authorities believe calm has returned in Kupe Maninguba thanks to relentless efforts of the military, who have been spending sleepless nights to push back those they consider terrorists and enemies of peace. They also call on those who have fled the division to return and embrace normal life with assurance of their safety. And the Minister of Public Health, Manauda Malachi, has once more suspended some health personnel in Cameroon, notably health personnel of the Obala District Hospital in Yaoundé, for publishing images of a student who is undergoing treatment, a student whose fingers were chopped off by his classmates, that is at government bilingual high school Obala in the nation's political capital Yaoundé recently. And according to the Minister of Public Health, they will have to be suspended, the personnel of the Obala District Hospital. And now on to something else. The Minister of Public Health still has, on behalf of the government of Cameroon, reacted on the death, or the shocking death, of Barrister Seven Swab of the Cameroon Renaissance Movement Party, that was in a hospital in Yaoundé, regarding circumstances surrounding the death of the legal mind, who has also been defending the Cameroon Renaissance Movement Party struggles. The Public Health Minister orders an administrative investigation and also urges medics to unveil circumstances which led to such a great loss. He extends condolences to the bereaved family while awaiting results of the investigation. We now talk about the first session of the National Commission of Bilingualism and Multiculturalism in the country. The members gathered in the nation's political capital, Yaoundé, last week to discuss on the performances of the National Commission. And the head of that commission, Peter Mafani Musonge, told members that they must step up efforts and that there is no time to rest this 2020. Details in this report. Settlement mechanism. National Bilingualism and Multiculturalism Commission, during its first session for 2020, examined its budget for the year and how it will be adequately managed. Je vous invite à examiner ce budget qui se chiffre à 2 milliards. The budget, which stands at 2,980 million francs CFA, is expected to be used with satisfactory results. Depuis l'exercice 2018, dans le domaine de la gestion des finances publiques. The period of grace, the Commission head says, is over, emphasizing it is time for seriousness and all actors must respect rules and regulations of the Commission so as to move forward. Si en 2019, la Commission that all what was tolerated in the previous years will no longer be contained this 2020 for better records and performances. Il n'en sera plus de même pour l'exercice 2020 et c'est à venir.
This engagement was re-echoed during a ceremony to grant New Year wishes to the President of the National Commission for Bilingualism and Multiculturalism. Cette cérémonie, qui se tient à l'aube de l'année nouvelle, est une occasion unique pour vous de nous donner les grandes orientations. Amongst the engagements made is need to respect the law, promoting the English and French languages. C'est une boussole qui nous est donc donnée. According to Peter Mafani Musonge, a campaign will be launched to sensitize Cameroonians to respect the law in order to strengthen bilingualism in the country. Qui va nous aider à promouvoir le bilinguisme, à le renforcer dans notre pays. On the occasion of the International Symposium on the Settlement of Investment Disputes by Arbitration and Mediation within OHADA member states, stakeholders in the sector and investors have discussed solutions to address investment disputes with OHADA member countries. The exchanges were made here in the nation's economic capital, Douala, notably at the conference hall of JICAM. It was attended by Hermine Luga, who now reports. It's been an enormous challenge in the legal sphere. Investment disputes of arbitration and mediation within OHADA member states have been amongst technical aspects to address. The importance of being part of this is that it allows the participants to discuss the issues, in this particular case with respect to arbitration, and how to be able to develop mechanisms that will be able to ensure that when there are disputes between investors and governments, they will be resolved effectively and for the most part on the continent, because as you're aware, sometimes these dispute settlements take place outside the continent and are very expensive and do not have a lot of involvement of African arbitrators or participants. And as history holds it, steps to amend the OHADA law on arbitration were taken in 2017, with the OHADA lawmakers who included investment arbitration in the material scope of OHADA arbitration, with other provisions adopted for the settlement of the investment disputes. These mechanisms have then yielded to an international symposium on the settlement of investment disputes with OHADA member countries. Relevant colloquium because we are discussing three major topics that are very relevant for African countries. One is arbitration, the second is mediation, and the third is reform of investment arbitration. And as I mentioned, it's a topic, this reform of investment arbitration, that is currently being discussed and deliberated within the Commission of International Trade Law in the United Nations. And all countries have gathered together in order to look into the way to reform in a meaningful manner this dispute settlement mechanism that is currently in force for investment. While recurrent criticism against investment arbitration skyrockets, investors' solution drive is affirmed by the stakeholders as being significant. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. to join us then. Julien Berth-Bissay, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azem, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.